Et deuxième grosse sortie qu'il y a eu au mois de juin. Et bienvenue à tous ceux qui ont rejoint cette vidéo, qui est en fait un extrait d'une autre vidéo beaucoup plus longue, qui est celle de mon bilan mensuel de tout ce que j'ai vu. Alors ce que vous allez regarder, c'est ce que j'appellerais une version longue, la Director's Cut. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à vous abonner si vous voulez me suivre, et à mettre un like si ça vous a plu. Allez, bonne vidéo! C'est tout simplement Life of Chuck de Mike Flanagan, film qui était attendu par les fans de Mike Flanagan, ce que je ne suis pas parce que j'ai rien vu de lui. J'avais commencé, je crois, Midnight Mass et j'avais pas accroché du tout, donc je l'ai pas continué, même si apparemment c'est très bien. Et donc Life of Chuck, c'est quoi? C'est une adaptation d'une nouvelle de Stephen King qui date d'il y a pas si longtemps que ça, que je n'ai pas lu, et qui raconte, c'est compliqué à expliquer parce qu'il y a une structure un peu particulière dans ce film et je pense qu'il mériterait d'aller le voir sans qu'on sache de quoi ça parle. Mais en tout cas, c'est un film qui est séparé en 3 parties distinctes. 3 actes exactement, c'est comme ça que c'est signifié, et ça commence par l'acte 3, et ça descend. Et le film, à la manière de cette structure-là, entretient un certain mystère sur ce qu'il raconte au fond, jusqu'à la dernière image en quelque sorte. Donc voilà, si cette proposition de cinéma vous intrigue, je ne saurais que vous dire d'y aller, de foncer voir ce truc-là. En plus qu'il entretient un truc assez particulier avec un cinéma qu'on ne fait plus vraiment et qui rappelle le cinéma des années 90 en quelque sorte. On pense à Forrest Gump, on pense à Truman Show, on pense à tous ces films un peu concept autour d'une personne qui ne prend pas le spectateur pour quelqu'un de bête et lui donne les clés de la métaphore, entre guillemets, lui donne les clés de ce qu'il veut bien voir sur l'écran. Et il sait très bien que c'est pas vrai ce qu'il voit, mais que c'est entièrement vrai. Je sais pas ce que... Avec 28 ans plus tard, tout à l'heure, il y avait tout simplement la réminiscence d'une façon de voir le cinéma du début des années 2000, avec cette espèce de bordel sans nom de régime d'image. Là, pour le coup, on est plus dans un néoclassique des années 90, matiné de cette recherche de narration un petit peu fantasque, nouvelle, qu'on pouvait voir donc du coup dans tous ces films. Mais malgré tout, à mes yeux, c'est un film qui n'a pas marché du tout. J'ai pas été sensible à ce Life of Chuck pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a quelque chose qui m'a un petit peu énervé tout le long, c'est que le film est clairement destiné à un public TikTok, j'ai l'impression, puisque tout le long du film, nous est répété ad nauseum les principes, le rapport philosophique qu'il a, répéter les noms, répéter à chaque fois les idées qui traversent le film. Pour ceux qui l'ont vu, c'est le fameux « on est une multitude ». Si tu sors du film et que tu te dis « ah putain, on est une multitude », t'inquiète pas, on te l'a répété 20 fois. C'est pour ça que tu te dis « tiens, j'ai trouvé un grand truc sur la vie ». Ça, c'est un truc qui me fait me dire que je ne suis pas le spectateur de ce film-là. C'est-à-dire, je ne veux pas qu'on me prémâche à ce point-là les choses. Que l'on m'amène à avoir cette réflexion-là, même de manière fallacieuse, en te faisant du suspense, de l'émotion et tout ça, il n'y a pas de souci. Moi, je suis au cinéma pour ça. Par contre, le répéter comme ça, dès les premières minutes jusqu'à la fin du film, et je parle de ça, il y a plein d'autres concepts, principes comme ça. J'ai eu un moment où je me suis dit, mais je suis teubé ou j'ai pas compris? Parce que c'est un peu comme quand on te répète un truc, quoi, tu te demandes, quoi. Bref. Ça pourrait être un détail, dans un certain sens, qui est personnel à moi et tout ça, mais en vérité, je pense que ça montre un signe de peur qu'a son auteur, que l'on ne comprenne pas, nous les spectateurs. Ou alors, une pression de l'industrie qui, devant une proposition un peu différente comme ce film-là, a mis un peu la pression pour justement qu'on comprenne bien. Parce qu'il ne faudrait pas qu'en scrollant TikTok pendant que tu regardes le film, tu comprennes pas ce qui se passe entre les 2 actes, quoi. Et plus profondément, je ne connais pas du tout Mike Flanagan, mais oui, je ressens une sorte de trouille de ne pas arriver à faire passer son message, quoi. Et en quelque sorte, il y a pour moi, du coup, un truc un peu gênant à regarder ça, de voir un metteur en scène qui n'y arrive pas. Tu sens qu'il est sincère, tu sens qu'il veut raconter cette histoire de la manière la plus honnête possible, mais il n'y arrive pas. Et il est obligé d'user de plein d'artifices, donc de répéter ces choses-là, de faire de la voix off dans l'acte 2.
Je n'en pouvais plus de cette voix off, je n'ai pas compris pourquoi tout d'un coup ça devenait Amélie Poulain le film en fait, où tous les gestes étaient commentés. Quel était le but? Pourquoi? En soi, je le comprends pourquoi, même formellement je le comprends, mais c'est toujours trop long, c'est toujours trop répété, c'est toujours trop étiré. Il y a trop de gens qui parlent dans ce film. Il y a trop de gens qui dialoguent sur le dialogue. Donc voilà, selon moi, il aurait mérité à être beaucoup plus abstrait, beaucoup moins bavard. Il aurait été mieux aussi de peut-être être un peu moins classique dans sa réalisation, parce que quelle déception pour moi aussi, le moment vendu par l'affiche en quelque sorte, qui était un moment de danse, qui n'est pas très inspiré en termes de caméra. Les acteurs sont incroyables. Ça, j'ai oublié de le dire. Tous les acteurs sont incroyable. S'il y a peut-être une valeur chez ce cinéaste, c'est peut-être le casting et la direction d'acteurs, puisque vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un ensemble cast comme ça qui joue que de fou et que c'est très attirant pour le spectateur. En tout cas, un ensemble cast américain pour un gros truc comme ça. Mais il sait pas quoi foutre avec sa caméra. Il y a plein de moments où il se passait tellement rien en termes de mise en scène, si ce n'est des chants contre chants à la Netflix, quoi, que je rêvais à me dire qu'est-ce qu'aurait fait un Zemeckis, qu'est-ce qu'aurait fait un Spielberg, qu'est-ce qu'aurait fait même un Shyamalan, parce que franchement ça aurait pu être un truc qu'aurait pu faire Shyamalan. Je pense qu'il aurait coupé la moitié des dialogues et ça serait passé par la caméra. Mais l'autre rapport nostalgique qu'il a, et c'est peut-être pour ça qu'il y a un rapport au classicisme aussi dans sa réalisation, c'est un rapport à ce film moralisateur, ce film de bonnes leçons, c'est presque ce film de Noël en fin de compte qu'a inventé le cinéma américain. Et on pense bien évidemment au premier de tous, c'est La vie est belle de Capra. Il y a un côté La vie est belle là-dedans. Il y a un côté grande leçon sur la vie, grande leçon sur la mort, mais qui atteint jamais les sommets de ça, même si pour moi La vie est belle n'est pas un film que j'apprécie énormément. C'est un film extrêmement culte aux États-Unis, mais pour moi c'est pas le meilleur Capra et c'est pas forcément un film que je me regarde régulièrement. Mais il faut le voir pour comprendre à quel point il a infusé tout ce cinéma-là jusqu'à Life of Chuck, qui donc se rapproche plus de Capra que de Ford, clairement, ni même de Kubrick, parce qu'il y a aussi un peu une envie de faire un truc métaphysique, un peu à deux balles, qui, à mes yeux, marche pas vraiment, si ce n'est dans le dernier plan. Dans le dernier plan, tu sens que la mise en scène aurait dû filmer les fantômes, aurait dû essayer de filmer ce vide-là. C'est ça qui était important là-dedans. Mais voilà, c'est en entretenant aussi ce rapport entre guillemets, qui est aussi un marqueur de Stephen King, qui, dans ses nouvelles ou ses romans qui ne sont pas de l'ordre de l'horreur ou du fantastique, a quand même un petit côté Americana, tradi, limite parfois. C'est que le film essaye de te vendre, en tout cas, un rapport au monde très américain, où l'individu est roi et où tu sers un petit peu le système oppressif finalement, parce que là, le film clairement te dit tu vis, c'est déjà bien. Ok. Est-ce qu'on pourrait pas s'organiser afin que tout le monde vive bien? Non, c'est l'individu. C'est l'individu qui va se sauver de lui-même. C'est ça, un peu la politique qui est là-dedans. Enfin, je dis ça, mais en même temps, c'est un film qui n'essaye surtout pas d'être politique. Tout ce qui est politique est dégagé de ce film, alors qu'il y avait quand même peut-être un sujet là-dedans. On est quand même dans le second acte, un truc qui est un peu pubesque, il dirait un peu une publicité pour Benetton le truc, quoi, mais où t'as ce mec qui travaille dans la banque, qui est comptable et qui tout d'un coup s'avère être un danseur extraordinaire et vive l'art de rue, ça s'appelle comme ça, le deuxième acte. Bon, on pourrait là-dedans peut-être trouver une sorte de comédie sur le rapport à la modernité, le rapport au travail, le rapport à l'art, le rapport au fait que l'art n'existe plus que dans la rue. Non, tout ça, c'est dégagé. Et on se demande, en fait, jusqu'à la fin du film, qu'est-ce qu'il veut nous raconter? Encore une fois, c'est un peu comme dans 28 ans plus tard, mais sauf que là, ça prend beaucoup plus de temps et que moi, j'ai un peu perdu patience, en fait, à un certain moment. Parce que aussi, et ça, j'en avais pas parlé, il y a quelque chose qui est pas mal dans ce film, qui est le premier acte, et que je m'attendais pas du tout, puisque je m'étais pas du tout informé sur le film. Premier acte qui montre une petite bourgade, des gens un peu de tous les jours américains dans ces pavillons, c'est pour ça que j'ai pensé à Spielberg aussi, qui sont en train de vivre littéralement la fin du monde, mais de manière assez paisible, entre guillemets, de manière en fait plutôt réaliste. C'est-à-dire que ils ont des infos à droite à gauche, ils peuvent plus ou moins faire leur travail. Ils sont tous absolument déprimés de se dire bon en fait c'est fini. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a rien à faire parce qu'en fait on est nuls. Je trouvais que dans cette première partie, il y avait peut-être quelque chose de plus intéressant que tout le reste, qui est un peu convenu en fin de compte. Donc
Je vous incite à aller voir quand même Life of Chuck si c'est votre typologie de film, si vous êtes dans l'envie d'aller voir quelque chose qui te donne des bons sentiments et mais faut pas trop réfléchir au fond, on va dire. J'ai cité Amélie Poulain, il y a un peu ce côté-là, c'est-à-dire que Amélie Poulain, si tu fais un peu le recul d'un coup, tu te dis, tu me vends quoi là? Ben là, c'est un peu pareil, Life of Chuck, c'est qu'est-ce que tu me vends au final? Parce que c'est pas avec des petites scènes de 30 secondes au milieu du film qui veut dire le contraire de tout ce qu'on te dit tout le long que moi, ça va me faire croire qu'il y a un vrai acte dans ce film. Non, il y a quelque chose d'un poil trop apolitique, un poil trop laissé comme ça. Donc, Life of Chuck, si vous avez envie d'aller voir un film comme ça, avec de bons sentiments, mais qu'il ne faut pas trop réfléchir au fond, et une structure qui permet quand même de renouveler l'intérêt, qui fait un peu travailler les méninges et peut-être aller plus loin après le film. Hein. Ça peut être très, très, très intéressant aussi de développer toutes ces idées-là en dehors de ce que le film prémâche. Foncez. Pour ma part, bah voilà, j'ai trouvé ça n'a pas marché sur moi, j'ai trouvé ça même plutôt bancal, un peu raté. Et surtout, je crois que le truc qui m'a le plus déçu, c'est que je suis sorti de là avec un sentiment que rien n'était organique là-dedans, que c'était vraiment que de l'informel, que du est-ce que le message est passé? Est-ce que le message est passé? Et j'étais pas dans le mood. J'étais pas dans le mood de regarder ce type de film-là. Je m'attendais plutôt à une expérience sensible, plus qu'un truc où je devais écouter chaque dialogue comme ça. Un truc très proche de Netflix en fait, hein. Très proche de la méthode Netflix de raconter une histoire, quoi.